Je crois que na motuna na yo na makambo etali consultation eloko motuya o ba congolais faut ba yeba. Mokonzi alingi biso nyonso tosangana po na unité nationale. Objectif à liboso ya mokonzi na ba consultation ane salami eza pona ko sangisa ba congolais parce que nde tozaki kolimbola awa eza parti moko ya mboka eza occupé eza na eloko eza na motuya te pona ba congolais nyonso neti ko défendre territoire national. Il faut qu'on considère ndenge toza bozane ti liboko na yo eza hein amputé to eza pe occupé eza na kokoso mingi. Nzoto na o mobimbe fo sangana. Pour s'assurer que ceux qui liboko ebiki biso nyonso nzoto zongi malamu nde totali makambo susu akokende liboso. Donc na makambo esalamaki eza na bao tomoni na bao tomoni te. Parce que ba consultation ndenge conseil spécial abando sala eza kaka na bao tomonaka te. Yango na kosepela biso nyonso tozala na kimia asali musala na ye ndenge mokonzi ya mboka apesaki akopesa mokonzi ya mboka rapport pe na sima mokonzi akopesa biso ba disposition ndenge nini makambo wane ko continuer. Merci. Monsieur le vice-premier ministre, vous pouvez merci bien. Mbongo o l'État azwaka. D'abord to le belana nous mosolo ekotaka na caisse ya l'État ekotaka na ba taxe ekotaka na douane lelo sokoke na grande barrière na Goma eza bisote eza batomboki nde bavandi wana mbongo ezokota kuna ezokoma susu na kesi ya l'État awa te mbongo wana ezokende na kesi ya bato oyo balobi bango baza bakonzi na Goma na kanisa ministère ya finance ministère ya budget basalaki mwa estimation na ba recette wana eleki 5% te eza ba 5% du total. C'est beaucoup, c'est pas rien, c'est beaucoup, mais c'est gérable. C'est gérable, ce qui peut aussi aller moins effort, to kanga, ba duso to zakanango na ba territoire ozana nu na contrôle na biso na kansa boyebi likamwa fraude douanière eza mwa makasi. To lobeli yango lelo na réunion justement ndenge na otcholo ba réunion ya Ecofir likambo ya fraude douanière sur tous wakaka produit lokola carburant ba carburant ekotaka wana soke ba côté ba aru ba carburant ekotaka par l'est carburant ezokota par Kasumbalesa sokotali mosolo ezokota na compte na caisse à l'État à partir de ce seul produit. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on aurait dû encaisser. Et c'est justement dans les moments difficiles que serré moi mouké pour musole kota pour na combler trou oyo et salemi na misolo to bungisi na ba zone eza occupée na Nord Kivu pe na Sud Kivu. Mais na kansa bomoni atato bungisi misolo wana atato zana ba mwa ba retard il y a une semaine il y a quelques jours pour na kofuta ba salaire mais salaire eza kofutama quand il s'agit même ya kobakisa salaire ndenge toto bakisa pona mapinga pona ba policier na biso effort wana esalemi kaka na mbongo oyo l'État zozwa en dehors ya auto bungisi na ba zone occupée à Nord Kivu et à Sud Kivu. Voilà, on va commencer la série des questions avec monsieur Amédée Moirabou. Amédée Moirabou pour le compte des finances et entreprises. Monsieur le ministre, je suis un peu surpris de votre satisfaction par rapport aux résultats, notamment à ce qui concerne la réduction du prix de carburant. Et dans votre argumentaire, vous prenez fait aux causes des opérateurs économiques qui font plus de recettes. Oui, ça peut se vérifier. Vous parlez aussi des Wewa qui font un peu plus, qui dépensent moins dans les carburants. Mais moi, je vous dirais, je sais que le premier objectif qui était visé par le gouvernement, en baissant le prix du carburant, c'était pour que les Congolais lambda qui prennent les transports puissent débourser le moins possible. C'était ça l'idée principale. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien dire par rapport à ça parce que
les fonctionnaires qui habitent Kingasani et qui travaillent à la Gombe, à la fonction publique, il vous dira chaque jour, il dépense peut-être 10 000 francs congolais. Parce que les prix des transports a triplé, quadruplé, voire quintuplé, à cause notamment des embouteillages qu'on connaît à Kinshasa. Donc, je suis un peu troublé avec votre satisfaction, parce que moi, je suis automobiliste, mais je vous dirais franchement, Excellence, je préférerais plus rouler sur une bonne route que les routes en lambeaux qu'on a actuellement là, parce que si je vous dis la facture que je dépense pour les réparations, et en tout cas, moi, je n'applaudis pas parce qu'on a réduit de 400% et de 400 francs les litres de l'essence. Donc, est-ce que vous avez pensé aux fonctionnaires? Parce que c'est ça. Aujourd'hui, ils payent plus que ce qu'ils payaient avant, malgré la réduction du prix. Je vous ai suivi, Excellence. Vous avez donné des statistiques de ce que le gouvernement paye, notamment pour les manques à gagner avec les pétroliers. Vous parliez que de 340 millions de dollars dépensés chaque année pendant les 4 dernières années pour payer les manques à gagner des pétroliers producteurs. En 4 ans, 340 millions de dollars, ça fait 1,360 milliard de dollars. Je dis bien 1,360 milliard de dollars. Excellence. Si on avait investi cet argent dans un réseau de transport à Kinshasa, mais le fonctionnaire, il paierait 1000 francs, il quitte Kingasani et il atteint la Gombe. Mais vous avez préféré donner cet argent aux pétroliers producteurs qui sont des opérateurs économiques. Voilà, c'est ça ma première inquiétude. Alors, Excellence, vous êtes économiste. Aujourd'hui, quand on regarde les top 5 des économies du monde, on voit le Japon, on voit l'Allemagne. Et ces deux pays ont en commun le fait qu'ils ont perdu la Deuxième Guerre mondiale. Mais déjà, 10 ans après la Première Guerre mondiale, 15 ans après, c'était des économies fortes. En tant qu'économiste, quelle stratégie de politique économique pouvez-vous mettre en place pour permettre à la RDC de faire de la donne actuelle de la guerre une économie dynamique et émergente? La dernière question, si vous permettez. Dans toutes vos réunions de conjoncture économique, vous nous parlez des taux de change, vous nous parlez des taux d'inflation, des taux directeurs de la Banque centrale, mais jamais, alors jamais, vous ne parlez du taux de chômage. Vous le savez bien en tant qu'économiste que le taux de chômage, c'est un des indicateurs clés dans l'économie. Pourquoi votre gouvernement ne fait pas du taux du chômage un indicateur de votre politique économique? Voilà. Merci. Merci. Merci bien. Je vais d'abord répondre à votre première question. Je vais la prendre par le dernier bout, c'est-à-dire les pertes et manques à gagner. D'abord, pourquoi parce que dans votre argument, vous dites que vous avez préféré payer aux sociétés au lieu d'utiliser cet argent pour financer, par exemple, les routes. Mais pourquoi cet argent est payé? Pourquoi on appelle ça manque à gagner? C'est parce que le gouvernement a choisi de subventionner les produits pétroliers, c'est-à-dire de les vendre à un prix qui est inférieur au prix économique. Je vais vous donner un cas simple. Aujourd'hui, dans la structure actuelle, c'est-à-dire dans le prix que vous avez à la pompe, 2990 francs le litre d'essence, 2980 francs le litre de mazout. Ce prix-là est calculé avec un taux de change de 1 dollar pour 2600 francs. Alors que sur le marché, le dollar n'est pas à 2600 francs. Le pétrolier qui importe du pétrole en dollars, qui les vend en francs, il a besoin, quand il a vendu en francs, de racheter des dollars. Donc, on lui fait perdre de l'argent en calculant, en imputant dans le prix le dollar à 2600 francs plutôt qu'à 2850. Voilà une des sources
de ce manque à gagner. Ça veut donc dire que si aujourd'hui, nous calculons le prix de produits pétroliers en mettant le taux d'échange de 2850 ou 2860, le carburant coûtera beaucoup plus cher qu'il ne coûte actuellement. C'est donc une façon pour le gouvernement de prendre sur lui une partie de la charge qu'aurait supporté le consommateur final. Mais je peux vous rassurer à ce sujet d'ailleurs. Vous avez raison, ces manques à gagner étaient assez élevés. Pour fin 2023, les manques à gagner évalués à fin 2023 ont tourné dans les 300 millions de dollars qui ont été remboursés totalement. Mais l'effort que nous avons commencé à faire et qui produit déjà des résultats au ministère de l'Économie nationale avec les autres structures, parce que c'est des décisions qui sont prises dans une commission où vous retrouvez le ministère de l'Économie nationale, le ministère des Hydrocarbures, le ministère des Finances, la DGDA, ainsi de suite. Pour le premier semestre 2024, les manques à gagner se sont chiffrés à 16 millions de dollars pour tous les 6 mois. Les chiffres pour le deuxième semestre seront connus avec certitude dans les jours qui viennent, en tout cas avant la fin de ce mois. Mais je sais déjà, parce que les estimations existent, que nous allons rester dans ces limites-là et que nous n'allons probablement même pas dépasser les 16 millions de dollars. Donc, le gouvernement a fait un effort pour diminuer sensiblement les pertes et manques à gagner. Et dans les efforts que nous allons faire dans les jours qui viennent, il s'agira notamment d'augmenter le taux de change dans les calculs du prix pour diminuer le manque à gagner afin que ces ressources servent à autre chose plutôt qu'à financer des pertes encourues par les sociétés pétrolières. Vous allez peut-être demander, mais alors pourquoi le gouvernement prend cette mesure-là? Mais il prend cette mesure-là parce que, imaginez un seul instant qu'il manque de produits pétroliers dans le pays, ce serait la catastrophe. Donc, tout faire pour que l'approvisionnement en produits pétroliers soit régulier est quelque chose de fondamental. Et ne pas mettre tout le poids sur les citoyens, mais enlever une partie de ce poids, c'est ça la position que le gouvernement avait choisie. Je peux vous garantir que dans certaines zones, parce que dans ce secteur, nous divisons le pays en 4 zones, Est, Sud, Nord et Ouest, mais dans la zone Sud, là où nous avons beaucoup de miniers qui sont les plus grands consommateurs de produits pétroliers, nous n'avons plus de manque à gagner dans cette zone-là, parce qu'on a pris un certain nombre de mesures qui ont permis de diminuer les manques à gagner. Alors, vous avez parlé dans votre question, je comprends. Moi, en tant que ministre de l'économie, j'aurais aussi voulu voir qu'à la suite de cette mesure, parce que 13%, c'est au-delà de 5%. Et en principe, le prix de transport devait être revu à la baisse pour refléter cette diminution de charges. Mais ici, ne mélangeons pas le problème des embouteillages avec des phénomènes économiques sur la base desquels nous, on prend ces décisions. Rappelez-vous qu'avant cette baisse des prix de début octobre 2024, il y avait eu plusieurs augmentations des prix de produits pétroliers sur les 12-18 mois qui avaient précédé, qui n'avaient pas été reflétés dans les prix de transport. Donc beaucoup de transporteurs, parce que les décisions ont été prises, en tout cas, par les autorités compétentes, qui sont le gouverneur de province. C'est au gouverneur de province qu'il revient, après avoir réuni les différentes corporations, de déterminer les prix des transports publics. Donc les transporteurs ont dit, quand vous augmentiez, vous nous avez empêché d'augmenter,
Et maintenant que vous diminuez, vous voulez que nous diminuions, vous ne tenez pas compte des pertes que nous avons encourues dans le passé. Mais laissez-moi au moins vous rassurer que, il est maintenant établi que lorsque les conditions le permettent, le prix des produits pétroliers peuvent baisser dans ce pays. Nous l'avons démontré. Parce que généralement, le prix augmentait et il y avait toujours des raisons pour qu'ils augmentent. Et quand il y avait des conditions pour qu'ils baissent, ils ne baissaient pas. Donc maintenant, quand ils doivent baisser, ils baisseront. Quand ils doivent augmenter, ils augmenteront. J'espère aussi qu'il y aura une meilleure collaboration entre les autorités provinciales et les associations des transporteurs pour que les décisions qui sont prises par le gouvernement central sur les prix des produits pétroliers se reflètent sur les tarifs de transport. Mais pour terminer sur cette question, sachez aussi que le même gouvernement subventionne un certain nombre d'entreprises de transport. Le prix de... Évidemment, vous allez dire, oui, Transco n'a pas suffisamment de bus, mais le tarif de Transco est resté inchangé. Pourquoi? Parce que Transco est subventionné. Il reçoit du ministère de l'économie chaque mois, Transco, Transacademia, SNCC et bien d'autres entreprises qui sont donc subventionnées par le même gouvernement de manière à maintenir bas les tarifs pratiqués par ces sociétés. Le Japon et l'Allemagne étaient déjà des puissances industrielles avant la guerre. L'effort pour redémarrer après la guerre, avec aussi l'appui de pays qui les avaient vaincus, notamment les États-Unis, peut donc expliquer ce regain rapide. En ce qui nous concerne, j'ai parlé tout à l'heure du Kasaï oriental. Les statistiques que nous avons jusqu'en 2023-2024 montraient que le Kasaï oriental ne produisait que entre 17 et 21% de ses besoins en maïs. Donc, c'est une province, on va dire, exposée à toute perturbation dans l'approvisionnement du maïs, parce que si vous-même, vous ne produisez que 1/5 de ce que vous consommez, le reste, vous le tirez des provinces voisines, de l'Omami, du Kasaï essentiellement, sinon du maïs importé. Mais regardez la position du Kasaï oriental au centre du pays, enclavé, très éloigné et de la frontière sud et de la frontière ouest. Donc l'effort qui a été fait dans les Kasaï oriental, c'est d'accroître la production locale. Et nous sommes encouragés par la réaction des producteurs de maïs dans le Kasaï oriental à la suite d'un appui qui est venu d'abord du ministère de l'Agriculture, mais aussi du ministère de l'Économie nationale, vers le gouvernement provincial, et que cet appui a été bien canalisé vers des projets concrets et vers les agriculteurs. Et aujourd'hui, comme je vous le dis, les résultats sont donc là. Pour rebondir, dans ce pays, nous devons d'abord régler le problème de l'insuffisance alimentaire, le problème de l'autosuffisance alimentaire. Le gouvernement a fait le pari, dans le programme qui est exécuté pour le moment, de se concentrer sur 5 produits. Le maïs, le manioc, le soya, l'huile de palme et le riz. 5 produits pour lesquels il est envisagé on va dire, sur une période de 4 à 5 ans, de diminuer sensiblement le déficit que nous avons sur ces produits, mais en même temps d'encourager la transformation de ces produits. Le gouvernement a par exemple lancé un programme, le programme agricole volontaire, avec quelques bases agricoles dans lesquelles ont été investies d'importantes sommes d'argent pour mettre en place des vraies usines, des usines de manioc
des usines de maïs permettant de transformer la production locale en produits qui peuvent être facilement stockés et facilement conservés de manière à stabiliser Le prix. le marché de ces biens. Mais vous avez raison, cela ne sera possible que si nous gagnons en même temps la guerre du désenclavement des zones rurales et si nous gagnons en même temps la guerre de la production locale des semences et des engrais. Le ministère de l'Agriculture est en train de relancer la production de semences, en commençant par le maïs. Et il y a un certain nombre de programmes similaires pour le manioc et pour le riz. Alors la question du taux de chômage, vous avez raison, et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que le premier engagement majeur du chef de l'État, c'était la création d'emplois, parce que c'est le plus grand défi de ce pays, dont la population est extrêmement jeune. Le plus grand défi, c'est de créer des emplois. Mais les emplois, ils sont principalement créés par les entreprises. Donc, création d'emplois va de pair avec création d'entreprises. Mais il ne suffit pas de créer des entreprises, il faut encore que ces entreprises survivent. Parce que beaucoup d'entreprises sont créées et meurent jeunes. Si vous vous rappelez, il y a quelques 2 semaines, je pense, il y a 2 ou 3 semaines, le président de la République a personnellement présidé une réunion sur l'amélioration du climat des affaires. Et chaque ministre concerné, moi y compris, j'ai reçu de son Excellence Madame la Première ministre les assignations qui m'incombent pour que le ministère de l'économie participe à cet effort collectif d'améliorer le climat des affaires pour qu'il y ait plus d'entreprises qui soient créées, que les entreprises soient créées un peu plus facilement, mais qu'elles aient plus de chances de survivre, de grandir et donc de créer des emplois. Il serait illusoire de penser que c'est l'État qui va créer les millions d'emplois qui sont requis dans ce pays. C'est essentiellement le secteur privé et c'est l'effort que le gouvernement est en train de faire pour le moment. On commence par Patrick Bomboka et puis ce sera Oscar Mbal et Eric Izami. S'il vous plaît, une question pour permettre au VPM de répondre de manière concise et de prendre le plus grand nombre de questions. Allez-y, s'il vous plaît. Merci pour la parole, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur le vice-premier ministre. Une seule question, comme l'a recommandé Monsieur le ministre. Quel commentaire faites-vous de la réouverture de la CADECO à Goma par la coalition M23, RDF, AFC? Quelles sont les menaces sur la monnaie? Quelles sont les menaces sur les systèmes bancaires? Et quels sont les risques au point de vue régional? Merci. Merci de me poser cette question. Il n'y a aucune menace sur le système bancaire. Aucune. D'abord, parler de réouverture. La CADECO, elle existe. Elle opère dans notre pays depuis des décennies. C'est une institution financière publique, donc une entreprise du portefeuille de l'État, dont le siège est à Kinshasa et pas à Goma. Et le siège de la CADECO n'a pas changé. Il est à Kinshasa. La CADECO a bien sûr un déploiement assez important à l'est du pays, avec plusieurs points d'exploitation dans le nord Kivu et dans le sud Kivu et dans d'autres provinces à l'est du pays. On va les appeler comment? Les agresseurs, comment vous les appelez, monsieur le ministre? Les occupants. Les occupants illégitimes. En réalité, ils sont aux abois. Ils avaient pensé que ce serait facile d'arriver, de dire, voilà, nous gouvernons. Nous gouvernons le nord Kivu, nous gouvernons le sud Kivu. Le message lancé par le gouvernement, sous d'ailleurs l'impulsion du chef de l'État, c'est que la souveraineté monétaire
n'est pas à partager avec qui que ce soit. Nous avons, comme dans tous les pays du monde, une seule institution fêtière dans le secteur bancaire, c'est la Banque centrale du Congo. C'est elle le socle du système bancaire dans le pays. C'est elle le superviseur en chef des institutions financières. C'est elle qui les contrôle. Et justement parce que c'est elle qui contrôle toutes les institutions financières, y compris les IMF, les institutions de microfinance, sachez que la CADECO, qui est dans une situation financière difficile depuis de longues années, ne participe plus à la chambre de compensation. Les institutions financières entre elles En français facile, une chambre de compensation. En français facile, moi je suis dans la banque A, je demande à ma banque de payer celui à qui je dois de l'argent, mais qui a son compte dans la banque B. Mais la banque B a aussi des clients qui demandent que cette banque paye des gens qui sont dans la banque A. Concrètement, comment ça se passe? La banque A ne va pas dire « je paye d'abord et puis je vais attendre que la banque B me paye ». Donc les banques vont se rencontrer chaque jour. Toi, je dois envoyer autant chez toi. Moi aussi, je dois envoyer autant chez toi. On croise et on ne paye que le net. Celui qui doit plus va payer à celui qui doit moins. Si on te dit, voilà, c'est toi qui me dois, il faut que tu payes. Le jour où tu ne payes pas, si tu ne payes pas aujourd'hui, tu ne payes pas demain, tu deviens un élément dangereux dans le secteur bancaire. On te sort. Le fait de te sortir de ce cadre signifie que tu n'es plus une institution financière crédible. Tu es en fait une institution financière qui peut mettre tous les secteurs bancaires en danger. Donc la CADECO n'est plus dans ce cadre-là depuis un certain nombre d'années. Le gouvernement envisage depuis quelque temps de restructurer la CADECO. D'abord, il faut la récapitaliser parce que c'est une institution qui a des fonds propres négatifs. Ça signifie que ce qu'elle a comme fonds propres, moins ce qu'elle doit, en fait, elle doit plus que ce qu'elle possède, elle, comme fonds propres. Et une institution financière qui a des fonds propres négatifs, c'est une institution financière qui n'est plus capable, si vous avez déposé vos épargnes auprès d'elle, de vous rembourser quand vous voulez chercher vos épargnes, n'est-ce pas? Le ministre des Finances disait que c'était une arnaque. Donc, faire croire aux gens que voilà, nous avons aujourd'hui une banque à Goma, et d'ailleurs, les mêmes occupants illégitimes invoquent la Constitution qu'ils piétinent en s'attaquant au pouvoir légitime établi dans le pays. Ils invoquent la loi bancaire pour installer une institution financière. Toute institution financière agréée par la Banque centrale doit avoir un compte à la Banque centrale. La CADECO aujourd'hui n'a pas de compte à la Banque centrale. En d'autres termes, si vous mettez votre argent à la CADECO et que vous ne savez pas le récupérer, vous ne pas. Donc, parce que le gouvernement a tenu, et a tenu bon, en n'ouvrant pas. Nous savons que c'est dur pour nos compatriotes qui sont dans ces zones. Mais nous n'allons pas négocier au rabais la souveraineté monétaire, parce que qu'est-ce que ça aurait signifié qu'on laisse les banques ouvertes à Goma et à Bukavu? Ça signifiait qu'on devait laisser aussi la Banque centrale, parce que pour que les banques opèrent, il faut que derrière elles, maman na bango azala, pour yende abando bimisa mbongo quand ils en ont besoin. Maintenant, nous allons laisser la Banque centrale sous les injonctions des occupants illégitimes. La réponse du gouvernement a été non. D'ailleurs, ils ont plusieurs fois essayé de casser le coffre-fort de la Banque centrale. Ouais. Donc voilà, c'est ça la situation. Il y a des solutions palliatives
qui font fonctionner un peu l'économie dans cette partie, avec la monnaie électronique, avec d'autres comportements que les opérateurs économiques ont adoptés. Mais tout le monde sait que le niveau d'activité économique a baissé, parce que quand l'argent ne tourne pas, le niveau d'activité économique baisse. Il y a moins de carburant qui arrive dans cette partie du pays. C'est des pertes de ressources pour nous, mais pour le pouvoir central, je veux dire. Mais pourquoi nous allions nous faciliter la tâche à des occupants illégitimes qui, entre-temps, prennent les recettes douanières? S'ils prennent les recettes douanières, les souffrances dans cette partie du pays aujourd'hui ne sont pas du fait du pouvoir central, c'est du fait de l'occupation. Que cette situation prenne fin, les banques vont réouvrir et le Nord Kivu et le Sud Kivu, qui sont de vrais poumons économiques du pays, vont reprendre leur rythme de respiration habituel. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.